Et bah, il y a eu de la somnolence au volant. Et là, ça a été le drame puisqu'on est tombé dans un ravin. On a fait une chute de 7 mètres. Je serais peut-être handicapée avec l'âge, mais je resterai cette femme avec de l'humour et Ouais. qui sourira, je pense, toujours. Et j'ai voulu faire un single en hommage à ma sœur. En fait, je veux lui montrer que je peux lui offrir des cadeaux même si elle est plus là. T'es une putain de warrior. T'es T'es une Wonder Woman, tu vas y arriver. Et j'ai voulu vraiment tout lâcher dans ma tête. Ça a été une thérapie, en fait, d'écrire ce livre. On se bat, en fait. Et tu peux retrouver ton sourire, tu peux retrouver ta joie de vivre. Il faut faire avec. Tu apprends à vivre avec tes problèmes. Bonjour à tous, bienvenue sur le V2 Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alicia Mahé, Bonjour. avec qui on va échanger de sa vie, qui est plus qu'intéressante. Donc, sans plus attendre, Alicia, je te laisse en quelques phrases te présenter. Alors, je m'appelle Alicia, j'ai 31 ans. On me connaît surtout parce que j'ai fait une émission où je me suis mariée avec un inconnu qui n'a finalement pas fonctionné au bout d'un an et demi. Et j'ai touché les téléspectateurs par mon chemin de vie qui est très très atypique. Oui, voilà, c'est ça. Elle a un parcours, Alicia a un parcours de vie qui est assez exceptionnel, qui, comme tous les invités qu'on reçoit, a vécu un événement qui est assez salvateur et dont on va parler. On va surtout parler de ce qu'elle en tire de tout ça. Donc, sans plus attendre, j'aimerais savoir qui est-ce que tu étais avant justement cet événement, qu'on ait juste un petit contexte pour comprendre. Avant, en fait, j'ai vécu un drame à l'âge de 21 ans. Et avant mes 21 ans, j'étais une jeune étudiante, tout sourire, pleine de vie, qui sortait tout le temps avec ses copines, qui n'avait besoin de rien de plus. J'étais heureuse, j'avais une famille, je manquais de rien, je vivais encore chez mes parents, j'avais le permis, enfin, il y avait tout qui me souriait. Donc, j'étais cette fille très active, avec cette joie de vivre Ok. permanente. Et donc, à 21 ans, À il se passe 21 quelque chose. ans, je vais fêter le réveillon de Noël avec ma famille. Et sur le chemin du retour, en fait, on a eu un très grave accident de voiture. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est tous endormis, y compris mon papa. On était très fatigués. Moi, je sortais de stage de ma 3e année d'infirmière. Ma sœur, elle avait 2 boulots, elle enchaînait 2 boulots. Ma mère, elle était très fatiguée. Mon père venait d'avoir un nouveau travail, donc avec les allers-retours, parce que c'était loin, il était très fatigué. Donc, il y a eu de la somnolence au volant. Et là, ça a été le drame, puisqu'on est tombé dans un ravin. On a fait une chute de 7 mètres. Et à l'avant, ça a un petit peu moins tapé. Mes parents, ils ont eu quelques fractures. Mais nous, à l'arrière, avec ma sœur, la cinétique du choc a fait que ça a tapé très fort à l'arrière. Ma sœur n'a pas survécu. Elle est morte sur le coup. Et moi, le choc a fait que j'ai eu de nombreuses fractures aux vertèbres, à la hanche droite, au bras, aux côtes. Et la ceinture m'a écrabouillé beaucoup, beaucoup d'organes au niveau de l'abdomen. Donc j'ai eu les intestins perforés, le foie qui a été touché, donc on appelle ça une fracture de stade 4. J'ai eu la vésicule biliaire, Biliaire. j'ai eu la vésicule biliaire qui était complètement écrabouillée, on me l'a retirée. Des hématomes à la rate, au rein droit Ouais, et au pancréas. Donc c'était la tout un totale. truc. Je saignais beaucoup à l'intérieur, donc j'ai fait un hémopéritoine qui a mené à une péritonite, donc coma. Ok. On m'a plongée dans le coma artificiel et j'ai eu un tas d'opérations à ce moment-là. Mon risque vital était engagé, donc on ne Ouais. savait pas si j'allais survivre. On va en parler de tout ça. Juste avant, je précise que si Alicia est capable de restituer exactement ce qu'elle a eu, c'est parce que maintenant tu travailles dans le médical, Oui. qu'à l'époque de l'accident, tu faisais des études pour devenir infirmière. Et donc, bon, même si tu l'as vécu et que forcément tu sais ce qui t'est arrivé, t'es issu de ce secteur-là. Bon, ben, je voulais juste dire, même si on connaissait l'histoire, que c'est dramatique et que Mhm. on est toujours désolé d'entendre ça. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux, bon, t'en parles comme tu veux en parler, dire si tu te rappelles je sais que tu dormais au moment de cet accident. Je pense que il y a un moment donné, tu t'es réveillé. En fait, quelle est la dernière chose dont tu te rappelles? La dernière chose dont je me rappelle, c'est que j'envoyais des textos sur mon téléphone et je me suis endormie d'un coup par la Ouais, fatigue. Et j'ai entendu ma sœur crier attention, papa, attention.
Mais c'était déjà trop tard. Après Ouais. qu'elle ait crié cette phrase, les secousses sont très vite arrivées. Moi, par réflexe, j'ai fermé les yeux et j'ai serré fort les dents. Et c'était déjà trop tard. Ouais. Après les secousses, j'ai compris qu'on avait un accident. Mes parents se plaignaient de douleur et moi, je pouvais pas parler. J'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à parler, j'étais comme paralysée. Inconsciente. J'entendais, je Ouais. voyais, mais je pouvais rien faire. J'arrivais pas à Ok, bouger. ok. Après ça, tu as été plongée dans un coma artificiel, c'est ça? Exactement, on m'a plongée dans le coma artificiel à cause de toutes ces souffrances, parce qu'on avait peur que je succombe à tous ces problèmes. Donc, on est venu le coma et à force d'être sédaté, d'être dans le coma, on réalise pas trop ce qui se passe. Donc, je me rendais même plus compte que j'avais eu un accident de voiture. Je savais même plus où j'étais. Je pensais que j'étais dans un rêve, que je dormais. Ok. Là, il y a un gap qui est énorme en fait entre la vie d'avant, qui, comme tu le disais, était trop bien, quoi. Tu vivais Mm. un début de vie d'adulte, quoi, une jeunesse qui était cool. Et le moment où il se passe ce qui se passe, tu te réveilles. Et au moment où tu commences à reprendre conscience, comment est-ce que tu te sens, que tu commences à réaliser tout ça? T'es forcément abattu, mais je veux dire, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? La première chose que je me dis, c'est que ma jeunesse, elle est terminée. Ma vie, elle sera plus comme avant, que j'ai perdu ce que j'étais avant et que j'arriverai jamais à redevenir celle que j'étais avant. Pour moi, c'était impossible à ce moment-là. Et en fait, quand je me regardais dans mon lit avec tous ces tuyaux plantés dans mon ventre, cet arbre à perfusion, tous ces fils, je me suis dit que ma vie, elle était terminée. Que tous mes projets, le fait de devenir infirmière, le fait de pouvoir avoir des enfants, avoir un homme, tout ça, je me disais, c'est fini, c'est terminé. Je vais être handicapée et soit je m'en sors pas, soit je m'en sors, mais avec une vie sur une chaise roulante. Ouais, ok. Et donc, c'est un processus de rétablissement qui prend très longtemps. Mm. C'est pas une grippe, c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. Alors, l'hospitalisation en tout, sans rentrer dans un domicile, en tout cas, j'ai été pendant 6 mois et demi hospitalisée sans rentrer. Et tout ce processus a duré quand même 3 ans, parce que j'ai enchaîné beaucoup d'hospitalisations et beaucoup d'opérations durant 3 ans. Mais je rentrais chez moi quand même Ok, sur des périodes. ouais, ok. Et à quel moment dans ce processus-là, tu commences à te dire, je vais peut-être pouvoir retrouver une vie, tu commences en gros à retrouver de la motivation et tu te dis, ben, je vais y arriver, il va se passer quelque chose après. Ça s'est passé au bout de 4 mois quand j'ai eu un tilt, un déclic. Une fois qu'on m'a emmenée en rééducation, on m'a emmenée dans un centre de rééducation pour grands accidentés. J'étais à Hyères, à Léon Bérard. J'ai vu en fait tous ces gens autour de moi qui avaient vécu des drames. Il y avait des grands brûlés, des grands accidentés. Et on s'est partagé notre expérience. Et de là, je me suis dit, je suis pas toute seule. Et on s'est serré les coudes. Et là, j'avais envie d'y arriver parce que, à force d'entendre des histoires comme ça, je me suis dit, ok, mais on va tous y arriver. Et c'est eux qui m'ont fait sourire. Entre handicapés, on se taquinait, on aimait bien s'embêter. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu le fait de vouloir sourire à la vie et de me dire, mais en fait, c'est pas une fatalité. Regarde, tu rigoles avec eux. J'ai commencé à aimer la vie à ce moment-là. Et à partir du moment où je me suis dit, la vie, elle est pas si moche que ça parce que j'arrive à rire, j'arrive à rigoler avec des gens. Là, j'ai retrouvé cette motivation en me disant, je vais y arriver. Hmm. J'ai eu besoin d'aide, finalement, d'aide humaine. Et c'est peut-être aussi, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que du coup, t'étais plus seul. En fait, quand tu vis un moment comme ça, les seuls points de repère, c'est ceux de ta vie d'avant. Mm. Et forcément que, de manière générale, tu connais pas des gens qui ont vécu ce genre de situation. Quand tu es hospitalisé, tu es quasiment tout le temps seul. Et puis au bout d'un moment, bah, tu commences à rencontrer des gens qui ont vécu ça un peu avant C'est toi. exactement ça. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais dans une chambre et je ne sortais pas. Donc je ne pouvais pas voir autour de moi. Ouais, Et c'est finalement des gens que je ne connaissais pas qui m'ont aidée. ouais, C'est le fait d'être avec des personnes qui ont des histoires similaires, voire des fois des histoires encore plus dramatiques que la mienne, où je me suis dit, waouh, la personne, elle est là, elle n'a pas mis fin à ses jours.
Donc en fait, moi aussi, je vais tout donner. Je voyais la résilience des gens autour de moi et en fait, cette vague de résilience générale m'a donné envie d'être résiliente moi aussi. Ouais, je comprends. Et à ce moment-là, à cette époque-là, physiquement, t'es embêté sur quel plan? En rééducation, bah, je suis en chaise roulante, j'ai une jambe paralysée. En plus, on m'avait annoncé que je la récupérerais pas. Donc pour moi, c'était encore plus compliqué. J'avais une poche de stomie, donc j'avais des selles par le ventre qui sortaient. Et j'étais très très maigre. Je faisais 41 kilos pour 1m71. Donc j'étais très très faible. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, en fait, ta jambe, tu vas la récupérer. Et j'ai fait comme un bond en déni. J'ai voulu tout donner. Et une fois que je suis sortie de la rééducation, j'ai voulu encore tout donner en rééducation 2 jours. Et j'ai fini par la récupérer, cette jambe. En plus, tu récupères à 100% parce que tu marches parfaitement bien. Je marche, mais je ne l'ai pas récupéré à 100%. On ne le voit pas. Quand je suis à plat, je marche correctement. Mais dès qu'il y a du dénivelé, montée, descente, je boite. Si on vole mon sac, ne me le volez pas s'il vous plaît, mais je ne peux pas courir. Enfin, Ouais. je peux pas courir. Ok. Et donc, ouais, il y a ces 6 mois, et entre la période de 6 mois et le moment où ces 3 ans étaient un peu sortis d'affaires, c'est tout ce moment-là où tu reprends ta jambe, on Oui, t'enlève cette fameuse poche et tu je recommences un reprends du peu. poids, je remuscle en fait tous les muscles qui n'ont pas été atteints finalement Ouais, autour de ma jambe, et c'est ce qui a fait que j'ai recommencé à marcher ok. correctement. Aujourd'hui, maintenant que c'est toujours avec toi forcément, mais que c'est derrière toi, tu gardes des traces physiques, des mini-handicaps, enfin Mm. mini, c'est peut-être réducteur, mais tu gardes des conséquences de tout ça. Comment ça se caractérise au quotidien? On pourrait pas le voir comme ça. Donc du coup, comme on le voit pas, on appelle ça du handicap invisible, mais j'ai beaucoup de séquelles, notamment bah, ce ralentissement moteur de la jambe. On peut le voir dans certaines situations. J'ai à peu près 25 cicatrices sur le corps que j'ai fait retravailler pour certaines en chirurgie esthétique parce qu'elles étaient pour m'accepter, Ouais. accepter son corps, c'était trop compliqué. Donc je les ai faites affiner, mais il y a quand même des traits de partout. Donc j'ai fait du LPG, c'est une technique d'aspiration pour retirer un peu la kéloïde de la cicatrice et la reblanchir. Je me massais les cicatrices tout le temps devant ma télé le soir. Je les ai Ouais. vraiment entretenues pour pouvoir m'accepter parce que mon rapport au corps, il était très compliqué au début. Et j'ai très souvent mal au ventre, aux intestins. Et j'ai développé une maladie qui est assez rare du pancréas, qu'on peut attraper après un accident de voiture ou le retrait d'une vésicule biliaire. J'ai le sphincter d'Oddi juste à côté du canal pancréatique qui spasme et qui me crée des pancréatites chroniques. On appelle ça l'audipathie. Donc j'ai un traitement d'urgence que j'ai tout le temps avec moi parce que les pancréatites, ça fait très très mal. Mhm. On est obligé d'appeler les pompiers, d'être hospitalisé une semaine. Et ça vient sur de la contrariété, une mauvaise hygiène de vie et la prise de médicaments. Donc, je suis très, très restreinte en médicaments. Donc, si j'ai la grippe, c'est panique à bord parce que j'ai pas le Ouais. droit à Ouais. grand-chose. Donc, ça, c'est des séquelles que j'ai. Euh, j'ai le côlon irritable, forcément, du coup, vu que ça a été trafiqué de partout, faut que je fasse attention à ce que je mange. J'ai de la fatigue chronique. Ouais. Donc, je fatigue plus vite que les personnes de mon âge, malgré le fait que je sois une handicapée très active. Mhm. Et en douleur quotidienne, j'ai souvent mal au dos. J'ai une prothèse dans le bas du dos, donc la station debout prolongée, surtout la station statique. Debout statique, ça me fait mal. J'ai souvent des douleurs au dos. Donc je possède une carte de priorité pour éviter de faire la queue quand c'est nécessaire. Et quand tu vis des moments de douleur, des moments de gêne, des moments de fatigue chronique comme ce dont tu parlais, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, ah, quand même, c'est injuste, je préférerais avoir zéro problème, ou tu es dans une dynamique un peu d'acceptation, où tu te dis, c'est arrivé, ça m'a apporté du bon aussi d'un côté, c'est dur de le dire, mais c'est vrai, et ça fait partie de moi, c'est comme ça, de toute façon, ça change pas. Dans quelle posture tu te positionnes? C'est vrai que bah, je ressens de l'injustice, mais peut-être légèrement moins qu'avant parce que je me suis adaptée à mon corps, je me suis adaptée à mes douleurs et ma fatigue. Donc dès que j'ai besoin de me reposer, bah, je vais le faire. J'essaye de pas pousser le bouchon un peu trop loin parce que je sais que si je pousse trop loin,
ça finit en hospitalisation. Donc, je veux faire attention à moi. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué quand t'es... Je dis ça parce qu'il y a des moments aussi où je suis dans ces phases-là, quand t'es jeune, que des fois t'as envie de pas de te prendre la tête sur rien, de faire la fête, de sortir, etc. Et il y a des moments où tu peux pas trop te permettre justement d'aller trop loin, tu Ouais. récupères moins vite. Ouais, j'ai des souvenirs, notamment un jour, j'ai été à un concert dans la fosse avec mes amis. J'ai une petite canne pour ce genre Ouais, de sortie que j'aime pas trop utiliser, mais heureusement que je l'avais parce que j'ai souffert comme jamais ouais, Après, j'arrivais plus à marcher. J'ai été debout trop longtemps. Un jour, pareil, j'ai été en boîte de nuit pour aller voir DJ Snake. mm, J'avais pas pris ma canne. J'ai dû me faire aider avec mes copines pour marcher. Ça m'a tuée. Même le lendemain, j'avais mal au dos, quoi. C'est pas facile. Et après, même au travail, j'ai un taux d'invalidité ouais, qui a été donné par la sécurité sociale. Donc, j'ai un handicap à 30%, ce qui fait que je dois travailler 70% ouais. sur les 100%. Et j'ai 30% d'invalidité qui est rémunérée par la sécurité sociale Ouais. pour me permettre de faire de la kiné, d'aller à mes rendez-vous médicaux et me reposer. Et tu vois, quand on te voit, même moi, je m'y suis un peu mépris. On te dit, tu marches parfaitement. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir, quand on te croise dans la rue, sauf si c'est un moment où tu es très, très fatigué, que tu as des petits handicaps. Et pourtant, des fois, ils peuvent se manifester. Tu es Mm. obligé, limite, de sortir ta carte ou te dire que c'est le cas. C'est pas ça compliqué C'est très pour... compliqué parce que on se doute pas quand on me regarde que Ouais, j'ai un problème. On se dit ah bah c'est une femme, elle s'apprête, elle se maquille, voilà. Et d'un coup, c'est vrai que ça passe de je vais bien ouais, à je vais mal. C'est hyper, comment te dire? Il y a un fossé entre ouais. les deux. C'est je vais bien ou je vais pas bien. Il y a pas je suis pas handicapée tout le temps. Et si les gens, en fait, ils me voient sortir ma carte, bah, je vais beaucoup me faire juger si on me connaît pas. On va penser que je fraude, que c'est pas ma carte. On va penser que je l'ai eu comme ça, Mm. que j'utilise un truc que je devrais pas avoir. Et donc, j'ai beaucoup le regard des gens, des personnes qui me regardent mal, ou même des personnes parfois qui viennent me dire que ce que je fais, c'est pas bien. Donc, je me suis souvent j'ai eu beaucoup de combats par rapport au handicap invisible et je me suis j'ai eu des altercations, ouais, ça m'est arrivé. Ça, c'est un truc qui doit juste rendre dingue quand quelqu'un te dit ça, que toi, même si ça se voit pas, tu souffres, sûrement plus, et on peut pas, des personnes pour juger, mais sûrement plus que la personne qui te fait des reproches et qui te donne des leçons de vie. Ça doit être un truc qui doit te sortir Ça de... me fait mal, ça me fait super mal qu'on puisse penser Mm. que j'utilise cette carte par pur plaisir et en fait je me dis que j'aimerais bien que cette personne puisse vivre ce que j'ai vécu Ouais, bah ou oui. sache vraiment réellement ce que j'ai vécu pour qu'elle puisse comprendre en Mm. fait que j'ai le droit à cette carte et que j'ai le droit de pas être bien parce que moi j'aimerais bien Bah oui. avoir peut-être sa vie, ne pas avoir de problème. J'aimerais bien peut-être simplement avoir un petit souci de ventre, Mm. comme tout le monde, parce que dans la vie aujourd'hui, on est beaucoup à avoir des problèmes d'intestin, hein. Mais moi, j'échangerais ma vie avec quelqu'un s'il le Mm. fallait. Et moi, ce que je trouve cool dans ton discours, c'est que tu te dis, tu vois, j'étais allé en boîte de nuit pour le concert de DJ Snake, j'avais une petite canne, ou il y a plein de situations comme ça où il y en a plein qui se diraient, moi, je reste chez moi, s'il faut, j'appelle mes copines en FaceTime, mais je vais pas sortir, je vais pas me confronter. Et toi, je pense que ça t'a bloqué un moment, au tout début, c'est normal, mais après, ça t'empêche en rien de faire les choses. J'ai envie de vivre. Ouais. J'ai envie de vivre. En fait, j'aurais pu ne pas être là. Et ce que je me dis dans ma tête, c'est que bah, si j'y vais pas, je pourrais pas le vivre. Et qu'en plus, j'ai failli ne plus être Mm. ici de ce monde. Et je me dis, ok, j'y vais. Et puis, si j'ai mal, bah, ça valait peut-être la peine d'avoir mal. Je prends sur moi, je prends au mental. Parfois, j'ai très très mal. Mais bah, j'en garde un bon souvenir d'avoir été voir DJ Snake ou d'avoir été à un Ouais, concert. J'en garde aussi un mauvais souvenir de douleur. ouais. Mais tout ça, ça reste dans ma T'es tête, c'est des contente de souvenirs. l'avoir fait. Ouais, je suis contente. Et, Parfois, je me bloque, hein. Parfois, il y a des endroits où si je peux pas, je vais pas y aller. ouais. Moi, par exemple, le concert dans la fosse, je sais que je pourrais plus faire de concert en fosse, ça m'a servi de leçon. Mais je peux toujours aller à un concert et prendre une place assise. Est-ce que c'est des problèmes qui s'atténuent avec le temps ou qui risquent de s'empirer?
Et si ça risque de s'empirer, comment toi tu vois l'avenir? Tu te dis, ah, putain, j'ai pas hâte d'être vieille parce que je sais que je vais avoir plus de complications. Ou même mentalité, tu te dis, si je suis sorti de là, ben, je vais continuer mon travail et ça va le faire. Alors, la douleur, c'est forcément atténué parce que quand j'étais proche des hospitalisations pour sortir, quand je savais pas la maladie de pancréas que j'avais, je prenais des antidouleurs, toujours, pour sortir avec mes copines le soir pour tenir. J'avais pas le choix, hein, j'étais obligée de prendre des antidouleurs. Maintenant, j'en prends plus pour sortir. Euh, c'est le temps qui est passé, mais aussi le fait d'apprendre à vivre avec ce nouveau corps. Et mentalement, je me suis peut-être aussi habituée à la douleur. Donc j'ai mal, mais ça me paraît moins fort qu'il y a des années en arrière. Et bien sûr, j'ai peur de vieillir. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que je vais plus pouvoir marcher. Je sais que je finirai par avoir une canne. Je ne sais pas si je retournerai en chaise roulante. Peut-être, probablement. Ça me fait un peu peur, ouais, la vieillesse. Mais je me dis que j'ai du mental. T'as du mental et puis tu reviens de loin. Donc Mm. il y en aura d'autres, des mauvaises nouvelles, mais normalement, Je serais peut-être handicapée avec l'âge, mais je resterai cette femme avec de l'humour et ouais. qui sourira, je pense, toujours. C'est cool d'avoir cette mentalité. Dans tous les cas, tu peux pas, tu peux influer sur les choses parce que tu peux te relever d'expériences qui sont compliquées. Mais c'est ce qu'on disait avec un invité précédent. Il y a des choses, c'est fataliste, c'est fait, c'est fait. Ben, autant en rire quand c'est possible, autant sourire aux événements parce que pleurer, ça Mm. changera pas, quoi. C'est comme ça que je me rends compte de certains moments de vie. Des fois, je suis au restaurant avec les copines ou je suis à la plage, je bronze ou des moments de vie qui sont vraiment très appréciables. Et ben, on le fait plus, hein. Quand on n'a rien vécu, parfois on se rend pas compte. Mais du coup, moi, je me rends compte qu'à ce moment-là, je suis en train de vivre un moment Mm, parfait, mm. sans douleur. Je suis bien, je rigole avec mes amis et j'apprécie le moment. Et parfois, on oublie que, que c'est important d'apprécier un moment entre amis, que c'est important d'apprécier si on prend un bain, une douche, qu'on mange quelque chose qu'on aime. C'est important de l'apprécier parce que j'ai remarqué un truc, c'est que je me rendais pas compte avant. Je me rendais pas compte que ces moments de vie sont précieux. Ça reste des souvenirs qui resteront marqués et je m'en rends compte maintenant. Ouais. Des fois, c'est des trucs tout bêtes quand dont tu reconnais la valeur quand t'en es privé. Moi, un exemple, pareil, j'étais à l'hôpital, j'avais des problèmes de ventre, j'avais mal et je pouvais pas manger grand-chose. Pendant 2 jours, j'ai eu qu'une envie, c'était de manger des granolas, tu vois. Ouais, Mais vraiment, j'aurais tué pour ça. Et au final, après, tu peux les remanger ou c'est pas, mais je ça. veux dire, ça te passe, mais c'est vrai qu'il y a des choses, putain, d'un coup, quand t'en es privé, tu te dis, C'est ça. Et rien qu'une douche, ouais, mais attends, moi quand j'étais à l'hôpital, on me lavait dans le lit. Je rêvais de sentir l'écoulement de ouais, l'eau chaude d'une douche sur moi, quoi. ouais, Pour te dire que ça, on s'en rend pas compte quand on se douche. Des fois, on se dit, allez, il faut que je me douche parce que c'est bon, je dois sortir. ouais, On se rend pas compte que c'est hyper agréable c'est une trop douche. bien. Il y a des gens qui n'ont pas de douche, Mm, qui vivent dehors. Et à ce moment-là, j'ai pensé, moi, à ces personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir se doucher. mm. J'y ai pensé une fois que j'étais hospitalisée, quoi. Et justement, tous ces événements, enfin tous ces petits trucs du quotidien dont maintenant tu reconnais la valeur, Mm. c'est un énorme gap justement de maturité. Ça, c'est une question qui est un peu difficile. Mais si tu pouvais remonter 10 ans en arrière et parler à Alicia qui se réveille du coma et qui se dit, ouais, mais là, il n'y a plus rien de ce que j'envisageais qui va être possible. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant que toi, t'es rentré dans une vie normale, t'as appris, t'as sorti un livre, t'as sorti un single, t'as fait énormément de choses. Je mets mes traces un peu partout. En fait, je veux me sentir vivre. C'est pour ça que ça s'appelle Respire encore. On en parle après, mais oui, ouais, c'est. Je respire la vie. Mais je dirais à cette femme, t'inquiète, t'es pas une chochotte en fait. Parce que j'ai toujours cru que j'étais une chochotte. J'ai toujours manqué de confiance en moi. Et je lui dirais, t'es une putain de warrior. T'es, t'es une Wonder Woman, tu vas y arriver. Et en fait, dans la tête, un cerveau, c'est C'est fort. fou. C'est le mental, tu te rends pas compte à quel point tu peux travailler ton mental. T'en as peut-être pas avant, mais ça se travaille. Et je lui dirais, tu vas y arriver. Et si on m'avait dit, tu vas y arriver, tu vas devenir celle que tu es, celle que je suis aujourd'hui, si on m'avait dit, tu Ouais. vas être celle-là,
J'y aurais pas cru, moi, à l'hôpital, hein. J'aurais dit, mais jamais de la vie. Jamais. Est-ce que des fois, t'en veux pas, par exemple, au médecin qui t'a dit tu vas jamais retrouver l'usage de ta jambe? Si, je veux plus le revoir. C'est énervant, ça. Je veux plus le revoir. J'ai été prendre un autre neurologue, qui est d'ailleurs très bien sur Aix-en-Provence. Et mon neurologue pour ma jambe était à Ollioules, Verrières, puisque c'était près du centre de rééducation. Enfin non, je veux pas le revoir. Parce que il m'a dit ça avec un manque de tact. Et des fois, on se rend Mm. compte que certains membres du personnel médical, ils manquent de tact, quoi. C'est parce que toi, ils t'annoncent une nouvelle qui va bouleverser ta vie, mais eux, ils le font 3 fois par jour, 5 jours sur Ah 7. oui, il me disait, ah, le nerf crural, le nerf fémoral est bien touché, hein, vous n'allez pas remarcher, hein. Et toi, t'apprends ça et c'est terrible. Bah, j'ai un médecin derrière, une femme très humaine, qui m'a dit, mais vous êtes déjà un miracle, pourquoi votre jambe ne le serait pas? Ouais. Bah, au final, elle a Donc eu ça, raison. c'est rentré dans une oreille, c'est pas ressorti dans l'autre, hein. Je l'ai pris et je me suis dit, elle a raison. Et l'autre a eu tort. Ouais. Si quand tu écris un livre, quand tu t'exposes, il y a, je pense, aussi une partie de toi, dis-moi si j'ai raison, qui est là pour transmettre un message et encourager les gens parce que il y a peut-être des jeunes, des moins jeunes qui traversent des moments de vie difficiles dans lesquels ils peuvent Mhm. se comparer à toi et se reconnaître en toi. Et quel message, en gros, tu veux leur transmettre à travers tout ce que tu fais? Avant, quand j'ai été médiatisée, je pensais pas transmettre un message. À la base, je voulais trouver l'amour parce qu'il y a eu le Covid et ça faisait 2 ans que Ouais, j'étais c'était célibataire. vraiment pour Donc ça. vraiment, je me suis dit, j'ai envie d'être amoureuse. Et quand j'ai vu que j'avais touché, je voulais pas trop en parler de mon histoire, de mon passé à la télé, mais la production a un peu insisté là-dessus. Et quand j'ai vu le monde que j'avais touché, et je me suis dit, moi, je suis appréciée du monde comme ça, enfin, en France. Je pensais pas avoir une notoriété comme ça. Et quand j'ai eu cette notoriété, je me suis dit, waouh, les gens, en fait, ils sont très touchés par ce que j'ai vécu. Et c'est là que j'ai eu l'envie de transmettre ce message, de me dire, en fait, j'ai envie de vous passer un message d'espoir. J'ai envie de passer ce message à des gens qui n'y croient plus ou des personnes qui n'ont pas le moral parce que ils ont perdu quelqu'un ou qu'on leur annonce une pathologie. Et j'ai envie de leur montrer qu'on peut être indépendant malgré tout et qu'on Mm. peut vivre avec. Bon, il y a des maladies très dramatiques, hein, qui malheureusement c'est compliqué. Mais dans mon cas, je parle de handicap physique. Je pense qu'on peut vivre quand même. Même une personne, s'il lui manque 2 jambes, et j'en Mm. ai rencontré des personnes avec qui, j'en ai rencontré des personnes en rééducation, il leur manquait 2 jambes, et ils ont continué leur vie quand même. On se bat en fait, et tu peux retrouver ton sourire, tu peux retrouver ta joie de vivre. Il faut faire avec. Tu apprends à vivre avec tes problèmes. Question sur ton métier d'aujourd'hui. T'es infirmière libérale ou t'es à l'hôpital? Alors, non, avant de passer à la télé, j'étais infirmière coordinatrice experte en perfusion à domicile. Après, j'ai arrêté parce que tout s'était mélangé. Ouais. Les gens me reconnaissaient au travail, les patients, et j'ai pas. Ça me gênait parce qu'en fait, quand je suis infirmière et que je m'occupe des personnes, on s'occupe pas de moi. Je m'occupe des autres. Et moi, ma vie, elle est sur pause à ce moment-là. Et c'est ça que j'aimais dans mon métier. Et là, tout s'était mélangé, donc j'ai fait une pause. J'ai pu gagner ma vie avec la notoriété. Et j'ai repris infirmière dans un centre pour personnes en précarité. Donc, c'est des personnes qui sont sans abri et qui ont le droit à la santé parce qu'ils ont des multipathologies, qui ont besoin d'une greffe ou qui ont le cancer, qui ont des chimiothérapies, ils ont le droit d'être hospitalisés. Et comme ils n'ont pas de télé, ils savent pas qui je suis. Donc, Ok, du coup, donc c'est ça parfait. m'arrange. Mais ça m'aurait pas dérangé de reprendre mon métier d'infirmière coordinatrice parce que je l'aime beaucoup. Mais le problème, c'est qu'ils me veulent à 100% de travail. Et ça, je peux pas. Ok. Il me faut en Ouais. 70%. Toi, t'es obligé d'avoir ce rythme-là. Voilà. En plus de ce métier-là, maintenant, tu fais plein de choses. Justement, on a Mhm. évoqué rapidement le livre, tu as sorti un single, puis tu es active sur les réseaux sociaux, pardon, tu fais plein de projets. Est-ce que tu peux nous dire de quoi se constitue ta semaine? Comment est-ce que Alors, tu... effectivement, je suis sur les réseaux sociaux, donc je gagne bien ma vie. Après, on gagne moins bien sa vie maintenant. Ouais, Ça fait à peu près... Il y a eu une chute de rémunération depuis septembre 2024 pour tous les influenceurs. Donc c'est pour ça que j'ai repris un peu mon métier. Et j'ai fait un single parce que grâce à mon Instagram, j'ai été repérée quand je chantais un karaoké.
J'ai toujours aimé chanter depuis mes 7 ans, donc c'était pas nouveau. Et j'ai voulu faire un single en hommage à ma sœur. En fait, je veux lui montrer que je peux lui offrir des cadeaux même si elle est plus là. Et ce livre Respire encore, je l'avais déjà commencé quand j'étais en rééducation, quand j'étais hospitalisée. J'avais commencé à écrire pour me vider la tête de tout ce que j'ai vécu qui était là-dedans et que j'ai pas forcément décrit autour de moi et surtout pas à ma famille parce que je voulais pas qu'ils souffrent. Si je leur racontais tout ce que j'avais vécu, le coma, tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit dans la douleur morale ou physique, j'ai voulu vraiment tout lâcher dans ma tête. Ça a été une thérapie en fait d'écrire ce livre. Et une fois que j'ai été infirmière, je l'ai lâché parce que j'avais plus le temps. Et le temps est passé et me replonger dans mon passé, j'avais plus envie. Des Je voulais périodes, tu avancer. peux le faire, il y a d'autres, tu peux Voilà. pas. Et finalement, les gens ont été touchés par mon vécu, quand je suis passée à la télé, je me suis dit, en fait, il faut que je le finisse. Il faut que je le finisse parce qu'il y a un message dans ce livre, ça peut aider tellement de personnes. Et puis, par rapport à mon métier, ça peut aider les infirmières parce que moi, ma manière d'être une infirmière a complètement changé. Avant, ce que je faisais, c'était scolaire. Bon, j'étais étudiante, mais le regard que j'ai envers les patients maintenant, il est différent. D'être passée de l'autre côté, j'ai vécu de la bientraitance, de la maltraitance. Et j'ai remarqué que la relation soignant-soigné, c'était ultra important. Et ça, je le mets dans mon livre. J'écris tout ça. En fait, enfin, il y a de très bonnes infirmières et pour ce métier-là, toutes les infirmières, c'est une vocation. Mm. Mais c'est vrai que on peut difficilement être mieux placé que toi pour soigner en fait, parce que Il tu as faut... littéralement été des deux côtés, quoi. La qualité principale pour être une infirmière, c'est avoir de l'empathie. Mm. Pas trop non plus, mais il faut en avoir. Si on est une infirmière pour soigner et seulement soigner, on n'est pas une bonne infirmière. Mm. J'ai pu le voir, hein, avant, je soignais, bon, c'est parce que j'étais étudiante, mais je soignais pour soigner, quoi. Et j'ai vu à quel point une infirmière qui nous tient la main quand on est au plus bas, c'est ultra important. Une infirmière qui reste et qui dit: qu'est-ce que tu regardes à la télé ce soir? C'est hyper important. Une infirmière qui vient et qui dit: eh ben, tiens, je t'offre un bracelet. C'est hyper important. Et moi, je suis devenue cette infirmière-là, celle que... En fait, je me suis dit, moi, j'ai envie qu'on soit comme ça avec moi quand je suis une patiente. Donc maintenant, je suis comme ça avec les patients. Et ça leur fait du bien. C'est trop bien. Et ça, je l'écris dans mon livre. Et justement, en parlant de ce livre, quels sont tes projets à court terme, à moyen terme, à long terme? Quels sont tes projets à l'avenir? J'imagine que tu veux que ce livre il soit répandu le plus possible. Ce livre, en fait, je veux qu'il puisse aider des personnes qui n'y croient plus. Je veux aider aussi des soignants pour qu'elles aient un autre regard sur les patients. Je veux aussi que ma communauté puisse me connaître un peu plus, savoir ce que j'ai vécu, puisque maintenant je partage tout avec eux. Et donc ça, c'est mon projet à court terme, vu qu'il vient à peine de sortir depuis 3 jours. Le projet sur le moyen terme, j'aimerais pouvoir, avec mon métier d'infirmière, ouvrir une sorte de cabinet, plutôt dans tout ce qui est infirmière en esthétique non invasive, pour pouvoir aider les femmes et les hommes dans leur rapport au corps, pour qu'ils se sentent mieux, Ok, avec des technologies, que ce soit entretien de cicatrices, entretien de la peau d'orange, cellulite ou rides. J'ai envie d'aider les personnes qui se sentent mal dans leur corps pour les aider, en plus du sport, bien évidemment. ok. Mais donc c'est pas nécessairement après un accident, sur des cicatrices ou Non, quoi que c'est ce pour soit, tout le c'est monde. pour... C'est pour tout le monde. Ok. Donc ça, je suis déjà en train de me renseigner pour des formations. Il va falloir que je fasse des investissements aussi. Donc pour l'instant, j'attends de me faire un peu plus de sous, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut Mais acheter le livre. ouais, non, bah, je pense pas que ce soit avec ça que je vais pas être riche avec mon livre parce que j'ai pas eu de partenariat dessus parce que c'était mon choix. J'ai tout investi moi-même dans ce livre et quand on prend une coach en écriture, une correctrice, une graphiste, quand on paye tout, ça a un coût, hein. Où est-ce qu'on peut le retrouver ce livre? On peut le retrouver sur Amazon pour le moment et peut-être, je le dirai sur Instagram ou pas, mais peut-être dans des librairies. Mais ça, il vient à peine de sortir, donc pour l'instant, il faut Ouais. aller démarcher les librairies. Mais sur Amazon uniquement. Donc... Et des petites dates aussi. Ah oui, Voilà. vas-y, je t'en prie. Bah, à Nice, par exemple, le 8 février, je vais proposer des dédicaces et des ventes de livres au Splendide Hôtel. Peut-être un jour sur Aix-en-Provence, peut-être un jour à Lyon. Enfin, il y aura des dates éphémères où je communiquerai sur mon Instagram. Voilà, dans tous les cas, tout ce qui va se passer, toute ton actualité, elle sera sur Instagram. Exactement. Donc, il faut s'abonner à Instagram. Ah oui, ouais.
Pas forcément, mais si Oui, vous il avez faut te envie. suivre si, voilà, si les gens Voilà. ont envie de... Il y aura des dates éphémères Ouais. pour les personnes qui ne sont pas trop Amazon. Ok, d'accord. Ben voilà, je fais passer le message. Si Ouais. vous êtes intéressé par ce que fait Alicia et que vous avez envie de la suivre, d'aller à sa rencontre à l'occasion, par exemple, de dédicaces, je vous invite à vous abonner ou à suivre ce qu'elle fait. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast, c'était un plaisir et Je je sais laisse pas à si Alicia. on écrira le compte ou... Je le mets en description. Allez, super, Je le mets en nickel. description. C'est Nickel. gentil d'y penser. Et du coup, je te laisse le mot de la fin. Ah d'accord. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir reçu. Et moi, si j'ai un mot à faire passer, quand on veut, on peut. Merci beaucoup, Alicia. Merci. À plus.